Eh ben salut. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu nos tutoriels sur comment se monter un Home Lab chez soi. Et bien que je vous avais teasé le fait qu'on allait monter un reverse proxy, j'ai changé les plans. On va commencer par monter un bloqueur de publicité sur le réseau. Je vous explique. Normalement, vous êtes comme moi, comme plein de gens, les publicités ça saoule par moment quand même. Donc, plein de gens mettent des add-ons au navigateur comme AdBlocks ou AdBlocks Plus, celui que vous voyez à l'écran. Et ça, du coup, on est obligé de l'installer sur chaque ordinateur de notre réseau, sur chaque navigateur ou sur chaque équipement. Si j'ai un smartphone, bah, je suis obligé d'aller mettre l'extension du navigateur que j'utilise dans mon smartphone pour bloquer aussi les pubs. Nous, on va pas faire comme ça, on va utiliser un container Docker qui fait ça à notre place, qui s'appelle AdGuard Home. L'avantage d'AdGuard Home par rapport au bloqueur de pub standard, c'est que lui, vous allez l'installer une seule fois sur le réseau. Et une fois qu'il va être installé, du coup, n'importe quel équipement qui se trouve sur votre réseau va profiter du blocage de publicité. Donc même un ami qui vient chez vous, vous le connectez à votre Wi-Fi, depuis son smartphone ou depuis son ordinateur, automatiquement, les publicités seront bloquées. Donc c'est le gros avantage par rapport à un bloqueur de pub standard. Un des premiers avantages. L'autre second avantage, c'est qu'on peut bloquer directement tout un service. On peut décider que, par exemple, on interdit tous nos utilisateurs d'aller sur le site de, je sais pas moi, d'aller sur Netflix. Et bah, tous les utilisateurs du réseau ne pourront pas aller sur Netflix, par exemple. Alors bien sûr, vous pouvez le déverrouiller par moment, le reverrouiller par moment. Il y a des histoires éventuellement de plage horaire. Je ne suis pas rentré trop dans ce délire-là, moi. Mais il faut savoir que vous pouvez bloquer tout un service d'un coup. Ça peut être pratique. Par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez bloquer l'accès à tous les sites interdits en un seul coup. Boum. Voilà. Par contre, avant de faire la configuration d'AdGuard Home, il va falloir que je vous explique quelques petites choses au niveau réseau. Parce que je pourrais le mettre en place et vous dire, bah voilà, c'est bon, ça fonctionne, sans vous expliquer de comment ça fonctionne. Or, à mes yeux, il est important que vous compreniez à minima comment ça fonctionne sur le réseau et pourquoi, enfin comment fonctionne AdGuard Home pour bloquer tout ça. Alors, d'ailleurs, je le vois là, je suis en train de voir à l'écran qui est écrit acheter. Là, je suis sur un site que j'ai pris au hasard qui présente AdGuard Home, mais AdGuard Home, à la base, c'est une solution. Ils ont un dépôt GitHub que vous voyez là. C'est un truc complètement gratuit. Hein. Surtout, ne payez rien pour mettre en place AdGuard Home. Voilà, petite précision. Donc, comme je vous le disais, il y a des choses au niveau réseau à comprendre. Il y a deux protocoles qu'il va falloir qu'on comprenne aujourd'hui avant d'installer AdGuard Home. Il y en a un qui s'appelle le DHCP, pour Dynamic Host Configuration Protocol. Ça, c'est le protocole qui fait que sur le réseau, quand vous arrivez avec un nouvel équipement, par exemple, vous connectez un nouvel ordinateur, ou d'ailleurs pas forcément un nouveau, à chaque fois que vous vous connectez avec un ordinateur, vous recevez une adresse IP automatiquement. On va pas parler ici ce qu'est une adresse IP, je pense que si vous êtes sur la chaîne, ça vous parle, une adresse IP, mais en tous les cas, il faut juste savoir que quand vous, au lieu de mettre des adresses IP fixes sur un réseau, en général, c'est votre box qui offre ce service et elle vous donne des adresses IP de façon dynamique. Donc, avoir une première machine, elle lui dit, bah tiens, moi je te donne telle adresse IP, elle envoie une seconde, elle va faire plus 1 à chaque fois, elle va donner la suite, etc., etc. Afin que chaque équipement ait une adresse IP différente sur le réseau. Donc ça, c'est le protocole DHCP. Le protocole DHCP, il distribue donc plusieurs choses. Il distribue une adresse IP sur le réseau, éventuellement, enfin pas éventuellement, toujours d'ailleurs, il distribue ce qu'on appelle un masque, on n'en parle pas plus, et il distribue aussi deux autres informations qui vont nous intéresser, c'est la passerelle. Une passerelle, c'est quoi? C'est l'endroit où il faut aller sur votre réseau local pour aller vers Internet, pour sortir vers Internet. Donc en général, la passerelle, c'est de votre box, fibre, ADSL, ce que vous avez chez vous. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un serveur, le DHCP fournit ce qu'on appelle un serveur DNS, une adresse de serveur DNS. Le serveur DNS, c'est un serveur qui permet de, quand vous tapez un nom, par exemple, je vais aller sur google.fr, vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP. Le DNS, lui, c'est un méga annuaire, il sait que Google a telle adresse IP,
que le site Born in the 80s a telle adresse IP, que YouTube a telle adresse IP. Ça vous évite, et heureusement qu'il y a ça, de retenir toutes les adresses IP de tout l'Internet. Ok. Alors, comment... Alors, le DHCP, je ne vais pas développer plus, mais on va devoir l'utiliser. Et le DNS, je vous ai mis un petit schéma. Comment se comporte une requête DNS? C'est vous avez besoin d'aller sur yourdomain.com. Comment vous faites? Vous allez interroger votre serveur DNS depuis votre navigateur. Il va interroger le serveur DNS en disant « Moi, je veux l'adresse IP de yourdomain.com ». Le serveur DNS, il va vous renvoyer l'adresse IP qu'il lui il a dans son annuaire. Il dit bah, « Pour tel domaine, j'ai telle adresse IP ». Et une fois que votre navigateur il a l'adresse IP, hop, il renvoie la requête directement. Il est capable d'aller communiquer avec le serveur web. Voilà. Je n'ai pas développé plus le protocole DNS ou DHCP, mais vu que vous allez voir ça dans la config d'Adeguardo, c'est pour ça qu'il me semblait important de vous en parler. Comme on le fait jusqu'à maintenant, on va déployer un stack. Donc là, j'ai rouvert mon interface partenaire, celle qu'on a installée dans les premiers tutoriels. Et là, on va aller chercher un stack tout fait de Adeguardo. Donc je l'ai mis dans un petit fichier texte, moi. On peut le trouver dans la doc, mais je le remettrai en description de ma vidéo, de toute façon. Donc, comme d'habitude, on va utiliser un stack plutôt qu'aller faire un container à la main ou de lancer une ligne de commande, parce qu'on trouve ça plus pratique. Ici, on va aller mettre notre stack et on va lui donner un petit nom. Donc, je vais l'appeler Adeguardo. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans les premiers tutoriels. Ici, c'est le nom du stack. Et ici, ce qui apparaît là, c'est le nom du container. Ils peuvent être différents, il n'y a aucun souci. Moi, je mets les mêmes par compréhension, mais on peut en mettre des différents. Je vais vous réexpliquer tout le fichier, pour que ça soit clair. Donc, le service qu'on va installer, on va l'appeler Adeguardo. Il va s'appuyer sur l'image adeguard/adeguardo. Vous voyez, là, on n'a pas précisé 2 points latest comme on le fait d'habitude. Pourquoi? Parce que ça, par défaut, si vous ne mettez pas 2 points latest, il prend tout le temps la dernière version de toute façon. Donc on n'a pas besoin de préciser. Container name, c'est le nom qu'on va donner à notre container qu'on retrouvera dans la section container ici dans notre outil partenaire. Restart, on va mettre always parce qu'on veut qu'il redémarre automatiquement. On va aller configurer les volumes tout de suite et je reviendrai sur le network mode après. Donc là, depuis le début, on installe tout dans Home Docker. Et là, on va faire un Home Docker Adeguardo. On va faire les choses comme ça. Je vous rappelle que tout ce qui est avant les 2 points, c'est le chemin local sur votre Raspberry Pi. Tout ce qui est après les 2 points, c'est ce que le container attend. Enfin, c'est ce qui est mappé dans le container. Donc là, je vais faire un Adeguardo work, vu que là, il attend un work. Et je vais refaire la même chose avec config. Oula, j'ai loupé un petit bout. Voilà. Je refais la même chose avec conf, vu que là, on attend un répertoire conf dans le container. Donc, network mode, c'est quoi ça? C'est que d'habitude, si je prends un autre stack, je vais ouvrir une autre fenêtre pour vous montrer. Si je prends un autre stack, par exemple Glance, le premier qu'on a fait qui crée un monitoring, qui fait du monitoring, on avait défini un port d'entrée sur le Raspberry Pi et le port qui était, lui, actif dans le container. Ça, c'est quand on utilise un mode qui s'appelle le mode bridge. Bridge comme pont, c'est pour dire que nos requêtes, elles arrivent sur ce port-là et on fait un pont vers ce port-là dans le container. Ici, pour Adeguardo, on va utiliser un autre mode de réseau qui s'appelle le mode host. Donc, donc on indique comme ça, network-mode 2. Espace host. Le fait d'indiquer ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de pont, c'est que le container il va être directement exposé comme le Raspberry Pi. Donc comme si on avait un deuxième Raspberry Pi à côté, on va dire, avec que Adeguardo installé. Pourquoi Adeguardo fonctionne comme ça? Enfin, on pourrait le faire fonctionner en mode bridge, mais pourquoi on le fait fonctionner dans ce mode? C'est que il va fournir des services réseau, comme le DHCP, DNS, qui sont vraiment des services très bas niveau, on va dire, sur le réseau. Et donc c'est plus pratique de les fournir en mode host, plutôt que d'aller mapper 10 ports différents. Et après, dans Adeguardo, mais aussi de la config à faire, si vous voulez être en mode bridge. C'est pour ça que là, moi, dans ma démonstration, je vous conseille de le mettre en mode host. Dans la doc, il vous montre les deux. Il y a le mode host ou le mode bridge. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand vous pouvez. Et là,
ça va être le seul. Moi, j'ai une vingtaine de containers en route chez moi. C'est le seul qui est en mode host. Tous les autres sont bien en mode bridge, je trouve qu'ils se démarquent quelque part. Mais celui-ci, je trouve qu'il est trop compliqué à configurer s'il n'est pas en host. Donc, mettez-le en host. On va déployer ce container. Voilà. Alors, ça a été très vite parce que je l'avais déjà déployé avant la vidéo. Donc, je vous rappelle pour ceux... Enfin, ça fait un rappel des anciens tutos. Il fait 70 mégas. Donc là, je l'ai là. Donc, ça a été rapide parce qu'il n'a pas eu besoin de retélécharger 70 mégas. C'est pour ça. Donc là, si je vais voir dans des Guardome, il est bien installé, running, etc., etc. Donc maintenant, on va aller le configurer. Alors, il n'y a pas de magie, hein. Vous ne pouvez pas l'inventer. C'est écrit je ne sais plus où dans la doc. Bon, je l'ai trouvé tout à l'heure sur le GitHub, dans la documentation. On va aller chercher l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Et on va aller chercher le port 3000. C'est le port qui est démarré par défaut pour un des Guardome pour l'installation. Donc là, on est en français, c'est très bien. Je mets mon mode son parce que je préfère. Et on va aller configurer. Première question que l'assistant de configuration nous demande, c'est quelle est l'interface d'écoute de notre... sur quelle adresse réseau, en fait, vont être fournis les services d'AD Guardome. Parce que sur notre Raspberry Pi, mine de rien, il a une carte réseau Ethernet, vu que c'est un Raspberry Pi 5, il a une connexion Wi-Fi, et puis, vu qu'on utilise Docker, il a des choses purement Docker. Voilà. En tous les cas, chez moi, il est configuré, mon Raspberry Pi, il est configuré que par le réseau Wi-Fi. Donc ici, je vais indiquer que l'interface d'écoute, c'est que l'interface Wi-Fi. Et partout dans la config, on va aller indiquer ça. Là, on va aller dire sur quel port va écouter notre interface d'administration AD Guardome une fois installée. Donc là, il y a écrit 80. Alors moi, je vais mettre 4000. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme port, du moment qu'il n'est pas occupé et qu'il n'est pas pris par un autre service. Moi, je ne prends pas 80 parce que je vais mettre autre chose plus tard sur le port 80. Je vous rappelle la règle. Idéalement, il faut choisir un port au-dessus de 1024 et en dessous de 65 535. Parce qu'après, c'est pas possible. De toute façon, les ports n'existent pas. Voilà. Mais au-dessus de 1024, parce qu'en dessous, c'est des ports souvent utilisés par le système. Donc 4000, très bien. Autre chose à configurer, l'interface d'écoute du serveur DNS. Donc pareil, on va indiquer que le serveur DNS, on veut qu'il écoute sur l'interface Wi-Fi. Ok. Le port, ça surtout, vous ne le changez pas, puisque tous les clients de votre réseau, donc une machine qui va démarrer, un téléphone ou n'importe quel équipement de votre réseau, quand il va vouloir aller faire des requêtes DNS, il va utiliser le port par défaut. Le port par défaut, c'est ce port-là, c'est le port 53. Donc ça, surtout, il ne faut pas y toucher, parce que ça sera beaucoup plus simple comme ça. Après, vous avez un petit message là, qui m'indique que, en effet, mon Raspberry Pi, là, il n'est pas en adresse IP statique, donc que potentiellement l'adresse IP pourrait changer. Ce qui est vrai. L'autre jour, on l'a laissé en DHCP, c'est-à-dire en mode automatique. C'est ma box, c'est un des équipements, justement de serveur DHCP que j'ai actuellement chez moi, qui lui avait fourni son adresse IP. Donc en effet, c'est pas génial ça, mais on changera plus tard, on ira fixer cette adresse IP. Elle ne changera pas, on mettra 1.77, mais on ira la mettre en dur à l'occasion sur le Raspberry Pi. Donc là, on va faire suivant, on s'en fout du message d'alerte. On met un login, un mot de passe. Voilà. Ok, et on fait suivant. Ok, maintenant on va faire ouvrir le tableau de bord. En fait, ouvrir le tableau de bord, je ne sais pas si vous avez vu, ça nous a renvoyé sur le port 4000, celui qu'on a défini lors de l'installation. Parce que, en effet, si je vais là, sur le port 3000, maintenant que l'install est fini, il n'y a plus rien. Par contre, si je vais sur le port 4000, là où je viens de définir que devait écouter mon AD Guardome, j'ai bien un site web. Donc je me connecte sur l'interface d'administration d'AD Guardome avec le login ou mot de passe que je viens de définir. Et j'arrive sur l'interface d'administration. Pour le moment, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... On ne voit pas grand-chose. Par contre, ce que je vais vous montrer la version
en production chez moi. Parce que là, je vous fais la démo pour vous apprendre. Mais moi, ça, je l'utilise déjà chez moi, le service. Voyez. Ça se comporte plutôt comme ça d'habitude. Ça va nous dire, voilà le nombre de requêtes DNS qui ont été faites. Voilà le nombre de requêtes que j'ai filtrées. Donc à chaque requête DNS, c'est à chaque fois que j'interroge un nouveau nom de domaine, le DNS, quand il me renvoie l'IP, ça c'est ça qu'on appelle une requête DNS, bah là, ça veut dire qu'il y a eu en gros 20% de mes trafics de requêtes DNS, c'était de la publicité, et ça a été bloqué par AdEguardo. Et ça, je crois que c'est que pendant les dernières 24 heures, il me semble. Voilà, c'est ça. Ça, c'est que les requêtes bloquées sur les dernières 24 heures. Ce qui est énorme. Enfin, en tout cas, le chiffre qui m'impressionne tout le temps, c'est ça. Il y a 20% des requêtes qui partent de chez moi qui sont de la publicité. Voilà. Donc, AdEguardo, ça sert à bloquer ça. Voilà. Après, on peut voir les domaines les plus fréquemment bloqués ici, par exemple. Donc, c'est marrant. On voit qu'il y a des datas... il y a un serveur chez Microsoft qui est souvent bloqué. Voilà. Il y a du nextfix.com qui est bloqué. Parce qu'il est considéré comme ça pour faire des publicités, etc., etc. Bon, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait une interface déjà plus remplie une fois qu'elle est en production, plus utilisée. J'entends sur mon Raspberry Pi. Là, pour le moment, moi, j'ai rien configuré. Donc, première chose à faire, on va aller configurer le service d'HCP. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pour le moment, chez vous, avant que vous ayez un Home Lab, c'est votre box, votre box fibre ou ADSL qui fait office de serveur d'HCP. Alors, vous pouvez continuer à faire ça, sauf qu'en général, le problème de ces options de serveur d'HCP dans les box, c'est qu'elles permettent d'envoyer en tant que serveur DNS que elles-mêmes. Or, nous, là, on va vouloir envoyer notre serveur DNS qui va être notre Raspberry Pi pour pouvoir bloquer les pubs. Donc, du coup, on est un peu obligé d'installer aussi un service d'HCP pour pouvoir forcer notre serveur DNS à nous et pas celui de la box. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois que ça va fonctionner, il faudra désactiver le service d'HCP de votre box. Voilà. Donc là, on va configurer le serveur d'HCP. Donc, comme d'habitude, on dit qu'on écoute sur la carte réseau Wi-Fi. La gateway, on va indiquer la gateway qui va être distribuée sur notre réseau. Donc, c'est quoi une gateway ? C'est la patte de sortie de notre réseau pour aller sur un autre réseau, dans notre exemple, Internet. Pour aller sur Internet, moi, ça ne s'invente pas, ma box, elle a cette adresse IP là. La vôtre, je ne sais pas. Moi, je suis chez Orange, et chez Orange, par défaut, les box ont cette adresse IP là. Après, on va dire sur quelle plage d'adresse on veut que notre serveur d'HTTP fournisse des adresses IP. Donc, il doit fournir des adresses IP déjà dans la bonne plage, dans la même plage que notre box, si on veut espérer avoir du réseau. Et on dit de quelle adresse de début et quelle adresse de fin on veut distribuer. Moi, je dis que je veux distribuer, par exemple, de 180 à 200. Je fais ça pour notre exemple. OK. Et là, je vais dire que donc le masque qui va nous intéresser, ça va être ça. Qu'est-ce que veut dire ce masque ? Ça veut dire que toutes les machines qui vont commencer par les 3 premiers blocs d'octets, là, ils sont sur le même réseau. Donc là, par exemple, si je mets ce masque-là, une machine qui est en 180, enfin qui commence par ça. Ah zut, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. J'ai fait un glisser dé que je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, si, j'avais fait un... Voilà, c'est mieux. J'avais déplacé ça. Je vous disais que le masque réseau, ça sert à définir qui est sur notre réseau. Donc, si on veut si notre patte de sortie sur Internet, c'est 192.168.1 quelque chose, et que notre machine, elle est en 192.168.1 quelque chose aussi, il faut définir un masque en 255, 255, 255, 0. Voilà. Bon, honnêtement, c'est assez technique. Je vais pas trop développer ça pour pas trop vous embrouiller. Notez juste que vous mettez ça comme masque et ça ira très bien. Après, combien de temps est distribué notre... on appelle ça un bail d'HCP. C'est notre serveur, il va nous fournir les infos
et il va nous dire ces informations-là sont valides pendant X temps. Donc là, c'est un truc qu'on exprime en secondes. Donc on va laisser 86 400. Je ne sais pas, mais je suppose que ça correspond à 24 heures, je dirais. Je suis pas sûr. Je pense que c'est 24 heures. Ah non, il le veut. Ok. Et ben dans ce cas-là, on va le faire. Alors, moi je veux 60 secondes. 60 secondes par... ça fait une minute. Soit 30 fois 24. Ok, bon c'est ça. Donc 24 heures, ça fait 86 400. Voilà. Donc je remets la valeur qu'il avait. Donc là, ça veut dire que par défaut, les adresses IP qui vont être distribuées sur mon réseau vont être valables 24 heures. Si au bout de 24 heures, la machine n'a pas été éteinte, bah, le client, mais c'est transparent pour vous, utilisateur, il redemandera une nouvelle adresse IP. Par défaut, d'ailleurs, le serveur lui redonnera la même, mais il se rejouera une requête pour savoir quelle est la bonne adresse IP. J'enregistre la configuration. Voilà. Ça, pour le moment, on va pas s'en occuper. C'est que quand notre serveur d'HTTP va fonctionner, on va voir les adresses IP arriver ici, et on peut les fixer. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, mon PC, je veux qu'il ait tout le temps cette adresse IP. Donc on est tout le temps en mode automatique au niveau du poste client, mais c'est le serveur, lui, il dit, bah, telle adresse MAC, donc une adresse MAC, c'est l'adresse de la carte réseau de votre équipement. Cette adresse MAC-là, maintenant, je la connais. À chaque fois qu'on me demande une adresse IP pour cette adresse MAC, je lui fournirai telle adresse IP. Et comme ça, je lui fournirai tout le temps la même. OK. Donc là, on va aller activer le DHCP en cliquant ici. Et là, est-ce que ça l'a activé? J'ai pas trop l'impression. Ah, peut-être que je fasse ça aussi. OK. Enable. Peut-être faire ça avant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc... Alors, il est possible... Voilà, c'est ça. Ah, il veut vraiment que je mette une adresse IP... une IP fixe sur mon serveur. Sur mon Raspberry Pi. Statique, wait. Ok, bon bah... Donc, j'ai pas le choix. Donc, on va aller se connecter... Bah, je suis dessus là, on va aller mettre une adresse IP en statique. Alors je ne sais pas comment on met une adresse IP en statique sur les dernières versions de Raspberry Pi OS. On va les regarder. « 2022, 2023... Ah bah si, tu vois la capture d'écran. En fait, je sais comment faire. J'avais oublié. On peut utiliser l'interface dont je vous ai parlé l'autre jour, qui s'appelle raspi-config. Et à mon avis, ici, j'espère qu'il y a quelque chose qui concerne la carte réseau. Non plus. Je me suis peut-être enflammé. Alors attendez, je le refais. Wireless. Donc ça, c'est le... Ok. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Ah voilà. Ça doit être quelque part là-dedans. Network. Non, c'est pas ça, j'ai cru. Non, c'est pas là. Et ben, je ne sais pas où c'est, et j'ai peur de faire une bêtise. Donc je vais aller chercher sur Internet quand même. C'était quoi? C'était cette vidéo-là que j'ai vue. Hi. Hop. Donc comment il fait? Ok, ok. Ah voilà, c'est ça que je veux que je connais pas. Ah,
J'ai pas eu le temps de voir. Donc c'est NMTUI. NMTUI. On va essayer ça. Alors, sachant que lui, il a une interface graphique, je ne sais pas si ça va marcher pour moi. NMTUI. Si, parfait. Ok. Donc, éditer la connexion. Nous, on est en connexion Wi-Fi. Donc, on est là. On va aller dans éditer. Voilà. Tout ça, on ne change pas. Par contre, ici, dans IPv4, on va aller dire qu'on configure à la main notre adresse IP. Et là, on va aller lui donner à la main. Donc, on ne va rien changer, on va mettre la même. Ok. La gateway. Donc là, ça nous redemande tous les paramètres qu'on reçoit normalement. Et justement, ceux qu'on rentre dans AD Guardhome. Ok. J'espère pas me tromper. Et pour le moment, le serveur DNS sur mon réseau, chez vous, ça doit être votre box. Moi, c'est cette adresse IP là. Donc pour le moment, on va dire que le Raspberry Pi, parce que sinon il n'aura plus Internet si je ne mets pas le bon, il faut qu'il trouve notre DNS en production actuellement. Donc moi, celui en production actuellement, c'est celui-ci sur mon réseau. Ok. 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 Là, on doit être pas mal. Je suppose qu'il faut faire ça. Ça va être tout, hein. Quitter. Ok. Bon, on va le tenter. Donc là, on va faire un reboot. Donc là, le Raspberry Pi est en train de redémarrer. On va attendre qu'il redémarre. Et normalement, on devrait être en IP fixe. Du moins, je l'espère. Et sinon, on s'est peut-être coupé. On s'est peut-être coupé le réseau. C'est possible aussi. Et là, au moment où je le dis, je sens que je me suis coupé le réseau. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ah, j'ai teasé le truc. Ok, donc on a bien du réseau. Donc normalement, on est en IP fixe. Donc si je retourne dans AD Guardhome, donc déjà, je vais aller voir ici que tout a bien redémarré. Ok, donc mon stack, il a bien redémarré. Ça, c'est cool. Donc là, je vais quand même actualiser la page, mais normalement, tout est bon. Ok, et maintenant, on va essayer de faire Enable, voir si ça se comporte mieux. Il se passe pas grand-chose de plus. Donc je relance la recherche du HTTP, qui tout à l'heure m'a mis un message d'erreur. Bah, sauf qu'on l'a mis l'adresse IP statique, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Une fois qu'il avait checké, j'ai mis Enable. Ça mange pas de pain, de toute façon, fallait la mettre en manuel. Mais pour moi, elle est en manuel, hein, d'ailleurs, l'adresse IP, hein, quand même. Je comprends pas pourquoi il dit ça. C'est pas grave. Donc j'ai bien activé le service d'HTTP. Donc là, normalement, il est fonctionnel. On va pouvoir aller vérifier ça après. Ok. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est voir si ce serveur d'HTTP fonctionne. Donc pour faire ça, moi, vu que chez moi, j'ai déjà des choses en production, je vais aller couper le serveur en production chez moi. Donc ici, concrètement, je vais aller couper mon AD Guardhome, moi, pour plus avoir de serveur d'HTTP. Voilà. Donc celui de ma box est éteint. Celui que j'ai installé sur mon Home Lab est éteint. Donc normalement, que j'ai plus que celui du Raspberry Pi qui tourne là. Donc on va aller vérifier ça. Donc je vais me déconnecter du Wi-Fi. Je vais me reconnecter sur mon poste Windows. Voilà. Et là, on va aller voir ce que je reçois comme adresse. Donc j'ouvre un shell Windows. Et on va taper ipconfig. Ipconfig, ça permet de voir l'adresse qu'on a reçue. Donc si je regarde ici,
j'ai reçu 1,68. Ce qui ne va pas du tout. Alors, je vais aller voir. Faire ipconfig/all pour avoir plus d'informations. Et là, je regarde. Ça me dit que le serveur d'HCP qui m'a fourni ça, c'est celui que j'ai éteint. Mais bon, il a encore l'info. Enfin, mon poste client, il a encore l'info, donc il doit être dans le bail encore utile. Donc il l'a pas renouvelé. Donc on va essayer d'autre chose. On va faire un ipconfig/renew. Ça, c'est pour forcer le poste client. Voilà. C'était pour forcer mon poste Windows à renouveler son bail d'HCP. Donc là, il l'a fait. Et vous voyez, maintenant qu'il l'a renouvelé, je suis bien 180. Donc, l'adresse IP que fournit mon serveur d'HCP, vu que j'avais configuré que c'était 180 à 200. Donc là, je suis pas mal. Si je retourne dans des Guardhome, d'ailleurs, et que j'actualise cette page, vous voyez, il est tombé ici dans DHCP Lise. Voilà. Et c'est d'ailleurs là que je peux décider de le mettre en statique, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, il a reçu 180, et je vais tout de suite le faire d'ailleurs. Je vais mettre un petit plus là. Ok, je vais l'appeler mon PC de démo. Et automatiquement, j'aurai tout le temps cette adresse IP maintenant sur le réseau. Ok, donc ça veut dire que le serveur d'HCP fonctionne. Ce qui est une grosse étape de passer. Maintenant, on va s'occuper de la suite de la configuration d'AD Guardhome. On va aller dans DNS Settings et General Settings. Alors, dans DNS, je ne sais plus si j'ai des choses à faire ou si on peut tout laisser par défaut. Mais je crois qu'en fait, je peux tout laisser par défaut. Voilà. Et General Settings. On va aller voir comme ça. Je pense que déjà, par défaut, là, je pense qu'on est pas mal dans la config. Après, bien sûr, on pourra tuner la config. Hein. Mais normalement, on ne devrait pas être trop mal par défaut. Alors, on va changer les statistiques tout de suite. On va pas mettre 24 heures, on va mettre 90 jours pour avoir des graphes au bout de... Dans 90 jours, on aura des beaux graphes sur 3 mois qui nous diront combien de requêtes on a bloquées, tout ça. Voilà. On pourrait décider, par exemple, ici, d'anonymiser les adresses IP du client. C'est-à-dire que, par exemple, on veut savoir que telle pub a été bloquée, mais on ne veut pas savoir quel ordinateur de notre réseau l'a demandé. Voilà. On pourrait imaginer qu'on ne veuille pas, même en tant qu'administrateur, savoir qui fait quoi sur notre réseau. Bon, je pense que c'est à peu près tout. Et ça, client settings, non, il ne touche pas. Donc là, normalement, je pense qu'on est pas mal. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a déjà eu des requêtes de bloquer. Donc comment on vérifie que maintenant, notre AD Guardhome, il est fonctionnel? On va aller sur, voilà, on va aller sur le Bon Coin, par exemple. Donc là, je vais sur le Bon Coin. Accessoirement, j'ai bien Internet. Mes requêtes sont bien passées par AD Guardhome. Ça a bien été redirigé sur ma box. D'ailleurs, vous voyez, je cherche un scooter. Un booster. Si jamais. Donc, ça veut dire que là, j'ai bien Internet, j'ai bien tout. Et si je regarde AD Guardhome, que j'actualise ça, voilà. Je suis passé à beaucoup plus de requêtes. Et beaucoup plus de requêtes bloquées. Et on voit bien que mon top client, forcément, pour le moment, j'ai qu'une machine sur mon réseau qui fait des requêtes via cet AD Guardhome, bah c'est lui. C'est lui. Voilà. Donc là, quand je vais sur le Bon Coin, excusez-moi, vous voyez là, il n'y a pas de publicité sur le côté ni rien. Il n'y en a pas en haut, il n'y a rien. Il y a juste ce qu'on a demandé, c'est-à-dire voir le site Le Bon Coin. Comment je peux tester? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc. Je vais configurer mon smartphone et faire un partage de connexion 4G. Et vous allez voir, on va passer de l'un à l'autre pour voir avec bloqueur de pub et sans bloqueur de pub. Alors, attendez, je suis sur ma smartphone là, je configure un point d'accès. Voilà, donc là en gros, j'arrête le Bon Coin, hop, je vais ici. Au lieu de me connecter sur ma box qu'à mon bloqueur de publicité AD Guardhome, je vais aller chercher mon téléphone, qui s'appelle Montel.
Et là, je vais me connecter sur mon téléphone. Donc là, je passe par la 4G. Je retourne sur le bon coin. Et là, normalement, si c'est pas l'effet démo, ça ressemble à un effet démo. Non, voilà. Vous voyez, il y a les pubs qui arrivent. Voilà. Donc ça que je voulais vous faire voir. C'est que tout à l'heure, toutes ces pubs-là, elles étaient bloquées par Adeguardum. Donc mon anti-pub fonctionne bien. Alors il ne fonctionne pas tout le temps, surtout. Par exemple, ça ne bloquera pas les vidéos qui sont incluses dans vos vidéos YouTube, parce que YouTube, ils sont malins, ils incluent les vidéos dans le contenu. Enfin, c'est chez eux que c'est fait. Comme s'ils avaient une espèce de table de mixage vidéo, ils mettent la vidéo qu'on présente, puis dans le flux vidéo, ils balancent une publicité. Donc ça, nous, on ne peut pas le bloquer. Par contre, toutes les pubs comme ça dans vos navigateurs et tout seront bloquées. Voilà. Donc là, on a un système qui fonctionne. Voilà. Bon, encore une fois, je sais que c'était un peu costaud comme vidéo. Je me rends compte au fur et à mesure que je fais les vidéos, quand même, il y a pas mal de compétences techniques à avoir pour réussir à mettre tout en place. J'espère que néanmoins ça a été à peu près clair. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, savoir si ça vous intéresse ou si vraiment ça ne vous intéresse pas ce type de vidéo. Et puis posez-moi des questions et puis je pourrai essayer de vous dépanner via les commentaires de YouTube. Salut!